Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Romain Colas. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Jérôme Dubus, bonjour, membre de La République En Marche. Bonjour. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Et nous attendons Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule dans un instant. On va revenir sur certains sujets d'actualité. Entre autres, faut-il faire payer les tests PCR de confort pour renforcer la vaccination ? Ni remaniement ni changement de Premier ministre, pas de leçons tirées après les régionales. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de le faire ? Et puis la réforme des retraites, visiblement les choses vont bouger et il semblerait que cette réforme des retraites fasse retarder l'âge du départ à 64 ans. Qu'en pensez-vous ? Alors, commençons avec ce qui a retenu votre attention, Jérôme. C'était un peu plus festif pour vous aujourd'hui ? Oui, le coup de cœur, c'est pour la reprise des festivals. Ouais. Puisqu'ils avaient quasiment tous été annulés, les festivals d'été, bien sûr, ils avaient tous été quasiment annulés en 2020, quasiment... Je crois que c'était 10% qui s'était tenu, même pas, je crois. Donc aujourd'hui, c'est une réouverture partielle des festivals, une reprise. On a vu que le Printemps de Bourges s'était bien passé ce week-end. On a aussi le Jazz à Vienne qui est en cours, là, qui s'est bien passé visiblement. Ouais. Alors avec des jauges réduites, bien évidemment, un protocole sanitaire très restreint, évidemment, qui restreint évidemment les spectateurs. Mais on a quand même un espoir de reprise. Alors tous ne se tiennent pas, loin de là. Beaucoup sont annulés, notamment les grands festivals, Hellfest, etc., les grands festivals de rock. Mais il y a un espoir de reprise. Et j'ai regardé un peu le bilan de 2020 pour uniquement ces festivals. Il y a 4000 à peu près manifestations qui ont été annulées en 2020, dont 3000 qui étaient des festivals, des événements musicaux. Donc c'est énorme, c'est 75% de tous les événements qui ont été annulés. Ça se traduit évidemment par 2,5 milliards de déficit, ce qui est considérable, 2,5 milliards de déficit, et environ 50 à 60 000 personnes qui sont menacées dans leur emploi à cause de ça. Et donc moi je voulais lancer évidemment un coup de cœur en disant aux auditeurs, allez dans les festivals, si vous le pouvez bien évidemment, en respect des jauges. Les vieilles charrues, c'est formidable. Alors ils seront à 5 000 personnes par jour sur 10 jours, ça fait 50 000 personnes, alors qu'ils accueillent normalement près de 300 000 personnes. Mais il faut y aller. Je crois que la reprise des concerts, c'est très important. Alors, ils ont un modèle économique qui va changer, forcément, pendant au moins jusqu'à la fin de l'année, c'est clair, en fonction de ce qui se passe au niveau sanitaire. Et ils arrivent, tant bien que mal, alors c'est des grosses machines maintenant, c'est des grosses machines américaines, donc ils ont les moyens de tenir. Les petits festivals, il faut les soutenir absolument, c'est très important. Et je crois qu'ils vont mettre la tête au-dessus de l'eau, dans la mesure du possible dès cette année, mais surtout en 2022. Donc il faut les aider. Il faut les aider à aller dans les festivals. Il y a les salons du livre aussi qui commencent à réouvrir, à se réorganiser. Donc n'oubliez pas non plus tous ces salons. Il y a le Tour de France qui a démarré aussi. Ça fait plaisir de le revoir sillonner la France. Avec une petite réserve quand même, parce que visiblement il y a énormément de chutes et que le parcours est, on l'a entendu tout à l'heure avec Gilles Gansman, un peu chahuté. Matteo, c'est un coup de gueule ? C'est un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale devrait voter le projet de loi qui contient aussi les nouvelles règles pour la PMA pour toutes. C'est un coup de gueule parce que c'est un passage de force idéologique. C'est un cadeau de la majorité à l'idéologie de gauche et aux minorités LGBT qui, sous prétexte de faire avancer la société, en réalité légalise l'option papa. Dans le sens que désormais, ça sera légal d'avoir ou pas un papa. Voilà, on aura fait un pas de plus vers la commercialisation de l'être humain. Donc j'aime bien et je comprends naturellement les envies d'avoir des enfants, je veux dire
personnellement, je l'ai eu moi aussi, avant d'avoir des enfants. Mais voilà, il n'y a pas un droit à l'enfant. Moi, je suis convaincu, persuadé de ça. C'est une opinion personnelle. Et puis, je me demande pourquoi les femmes qui ont été interviewées, d'ailleurs, dans les dernières semaines, justement, par des médias qui ont souvent soutenu cette idéologie, pourquoi elles ont la nécessité de... Enfin, elles se sentent privées de quelque chose, ou en tout cas... Elles se sentent en difficulté parce qu'à un moment, ils avouent qu'ils devront expliquer à leur enfant qu'ils n'ont pas de papa. Oui, donc, mais enfin, aujourd'hui, il y a des hommes homosexuels qui ont des enfants et pour mais qui c'est ça pas se normal passe, non plus. Pour qui ça se passe bien. Normalité, je ne sais pas si on peut parler de normalité. Moi, je continue à penser qu'un enfant est né d'un homme et d'une femme. Oui, après, qui sont en général ses parents. Quand vous voyez ce qui s'est passé pour cette jeune femme, Valérie B, qui a tué son mari parce qu'elle a été là, c'était violée. du criminel. Oui, mais bon, ça se passe aussi très mal dans les couples hétérosexuels. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, des enfants issus de mariages homosexuels se portent moins bien? Je ne sais pas. On va contre une évidence, en tout cas. Oui, mais voilà. La société évolue. Oui, la société moi, j'avoue évolue. que c'est pas du tout un problème de clivage droite-gauche. Moi, j'ai toujours été à droite. Je reste à droite et je suis pour cette loi. Je la défends et je trouve que c'est l'évolution de la société. J'ai bien lu ce qu'avait dit Axel Kahn et tous les débats qui ont été menés et qui ont eu lieu dans le comité d'éthique. Parce que le comité d'éthique a été consulté, etc. Il a rendu un avis. Mais c'est un comité d'éthique. Non, mais attends, je finis. C'est très intéressant de voir ce qu'a dit le comité d'éthique. Et Axel Kahn, qui n'est pas un terroriste en la matière, je crois que c'est quelqu'un d'assez respectable, a dit, moi j'ai aussi évolué, je pensais qu'effectivement il fallait un homme et une femme pour élever des enfants, et j'en reviens aujourd'hui, et moi je suis un peu sur cette position-là. Alors on va marquer une pause, et on se retrouve dans un petit instant avec vous, vous réagirez j'imagine également. Romain Colas, à tout de suite. Et on est ensemble sur Sud Radio avec vous et nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Romain Colas, secrétaire national du PS, maire de Boussy-Saint-Antoine, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. On va revenir sur cette proposition de faire payer les tests PCR de confort pour renforcer la vaccination. On va parler des conséquences des élections régionales. Visiblement, il n'y aura aucun changement au gouvernement, pas de remaniement, pas de ministre sur le départ. Et puis l'âge de la retraite qui va certainement passer à 64 ans. Continuons notre tour de table. Peut-être vous vouliez réagir, Romain Colas, sur ce que disait, vous l'avez entendu dans le journal, la loi bioéthique qui va être discutée aujourd'hui, votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'imagine que vous avez un point de vue différent de celui de Matteo. Et nos auditeurs aussi, globalement, disent qu'il vaut mieux être élevé avec amour que d'être dans une famille où les enfants sont maltraités. Oui, mais les faire fabriquer en amont sans amour, il n'y a rien de... Comment dire c'est là qu'on parle de ça, pas d'élever les enfants. Et c'est un peu ça qui est dangereux. Oui, Romain Colas. Je crois très franchement qu'il y a des enfants issus de moments hétérosexuels qui sont conçus sans amour. Ça a dû arriver et ça arrivera encore. Donc pour moi, c'est pas un sujet. Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec ce que disent vos auditeurs qui, d'une part, disent qu'il vaut mieux qu'un gamin soit élevé, éduqué par des parents qui le chérissent, quel que soit leur sexe. Mais c'est pas ça la question. Plutôt que dans des couples hétéros, c'est ma réponse si ça vous embête pas. De premier ordre. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord en fait avec ce que disait Jérôme Dubus. J'ai pas du tout le sentiment qu'on soit là, en l'occurrence, que la majorité, qui sera d'ailleurs largement soutenue par les oppositions de gauche en la matière, cède à un quelconque lobby. Je pense que la société a évolué, que l'opinion publique est aujourd'hui largement favorable à l'extension de la PMA. Et moi-même, comme Axel Kahn, comme Jérôme Dubus, d'après ce que j'ai compris de ses propos, j'ai évolué sur ce sujet. Et ça me paraît pas être une évolution négative de la société, bien au contraire. Voilà, moi je me réjouis toujours quand des droits nouveaux sont conquis et que ces droits sont encadrés. Georges Kuzmanovic. Oui, alors on a un problème. Sujet important.
Oui, c'est un sujet important, mais on a un souci en France, c'est qu'on a énormément de cavaliers parlementaires et un bout de loi en cache une autre. Et c'est un peu comme sur les 35 heures. On parlait de 35 heures, mais on ne parlait pas d'annualisation des temps de travail. Et malgré, ça fait 20 ans qu'on n'en parle pas, c'est assez extraordinaire. Et là, on parle pas, on parle de la PMA, voilà. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, les arguments ont tous été donnés, mais on a les chimères en animal, on a les embryons transgéniques, on a les bébés médicaments. Là, on rentre dans un domaine qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux que la PMA, où bon, voilà, on a des parents des femmes lesbiennes qui veulent avoir des enfants, elles ont des enfants, ma foi, et s'ils sont bien élevés, enfin s'ils sont avec amour, on voit pas où est le problème. Pas de problème. Je vois pas où est le problème, mais moi le problème c'est l'autre problème. Ouais, c'est les conséquences derrière. Non, c'est pas les conséquences de la PMA, c'est les autres bouts de loi qui sont particulièrement graves. C'est les conséquences qui changent radicalement notre rapport aux vivants, qui n'ont pas été discutés. C'est quelque chose, je pense, qui intéresse l'ensemble du corps social. Et puis, on va se retrouver avec un autre problème. Et là, je suis radicalement contre, moi, totalement et absolument, puisque c'est l'esclavage des ventres des femmes, c'est la GPA. Sauf que dès qu'on aura la PMA, on aura l'argument. On n'aura pas nécessairement, mais on aura l'argument le même. Puisque c'est possible dans certains pays. Puisque certains peuvent voyager pour le faire. Ça existe déjà. Non, c'est pas une des promesses présidentielles. Non, ça sert pour la prochaine campagne. Là, non, du tout. Ça sert pour la prochaine campagne. Emmanuel Macron s'était engagé sur la PMA, mais il a toujours été contre la GPA. Contre la GPA, en tout cas, il a dit à plusieurs reprises. Alors, Georges. Juste sur le problème, l'argument central, ce sera l'argument de l'inégalité. Pourquoi est-ce que deux femmes lesbiennes ne pourraient pas avoir d'enfants alors qu'un homme et une femme peuvent l'avoir? Bon, donc on passe de ce qui est une thérapie à un choix volontaire. On n'est plus dans le cas de la thérapie, mais là la GPA, demain, ce sera le même argument légal. Mais pourquoi est-ce que c'est autorisé aux femmes et pas aux hommes? Et là, je pense qu'il faudra qu'on soit, malgré l'inégalité devant la loi éventuelle, tous absolument opposés à cette exploitation ahurissante du corps humain. Mais on a vu depuis la loi Taubira qu'il y a eu une escalade de revendications, une ringardisation aussi de la part de la gauche qui était au pouvoir jusqu'il y a quelques années, de tout ce qui était contraire. Et puis, excusez-moi, on a parlé du comité d'éthique, mais on a vu aussi les comités d'éthique, les comités, je les appelle un peu bidules, sanitaires qui ont été les mêmes tout au long de la pandémie, qui ont dit tout et n'importe quoi. Donc, s'ils l'ont dit pour le Covid, qui est un peu moins important que la naissance des enfants, le comité de la bioéthique, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose d'extrêmement personne empêche d'avoir une famille, une vie de famille à qui que ce soit. Mais le problème, c'est que, attention, quand on va toucher à la naissance et à faire grandir des enfants sans l'une des figures parentales, délibérément. Non, mais délibérément. Oui, mais on le fait par loi. Alors, ça existe, mais je rappelle aussi que ça existe des couples qui ont fait, en Amérique, qui ont fait recours à la GPA, hétérosexuels ou homosexuels, peu importe, et qui ont rendu leur enfant parce que c'était pas conforme. C'est totalement marginal. Oui, mais c'est marginal comme Valérie Bacot, etc. Oui, mais vous avez des gens aussi qui ont adopté, qui ont rendu leur enfant, mais c'est excessivement, extrêmement marginal. On va passer au coup de cœur de Romain Colas. Romain. Oui, alors j'aurais pu, décidément on est beaucoup d'accord en ce début d'émission, j'aurais pu faire le même coup de cœur que Jérôme Dubus et même faire le même coup de cœur que lui la semaine dernière parce que je crois qu'il a parlé du dernier album de Clara Luciani. Ça m'inquiète là. C'est un bijou. Non mais au moins sur la culture, je suis très inquiet. Sur la culture, Jérôme, et sur la culture et sur les grandes évolutions de notre société, on peut peut-être se retrouver. C'est toujours ça. Oui, sûrement. Non, l'album de Clara Luciani qui est un bijou absolu et qui fait un bien formidable dans cette période. Non, moi je voulais rendre, mais je vais être bref. J'ai tenu, comme tous les maires de France et de Navarre, ces 2 derniers dimanches, les bureaux de vote. On a eu parfois un peu de difficulté à mobiliser des scrutateurs et c'est ceux qui dépouillent et puis les assesseurs, c'est ceux qui passent tout leur dimanche. Ils ont répondu présents, sont des citoyennes et des citoyens qui sont pas forcément des militants politiques engagés. On a passé des coups de fil, on leur a dit écoutez, ce sont les élections, c'est important. Ils sont venus et je voulais saluer quand même le fait que dans les 35 000 communes de France, les élections ont pu se dérouler parce qu'il y a une part non négligeable de femmes et d'hommes qui sont venus prêter le coup de main alors qu'il fallait doubler le nombre de bureaux de vote. Et je voulais les saluer parce qu'à certains moments de la journée, ils se sont sentis bien seuls, les urnes peinant à se remplir et ils ont donné un certain exemple à leurs concitoyens, ces personnes. Donc je veux les remercier.
Je confirme, hein, c'est très compliqué. Il faut arriver à 7h du matin, on en sort à 11h minuit. Donc c'est vraiment des journées très dures. Là, effectivement, il n'y a pas une énorme participation, mais d'habitude, c'est non-stop. Et ce sont des gens qui, effectivement, offrent une journée, offrent une partie du week-end à la collectivité. Il faut les saluer parce qu'on en a vraiment besoin et on en aura besoin encore dans les années qui viennent parce que, visiblement, le vote à l'urne n'est pas prêt de se terminer. Non. Et effectivement, le vote électronique pourrait peut-être permettre... non, il y aura toujours besoin d'assesseurs. Ça pose d'autres questions, le vote électronique. Georges, coup de gueule? Eh oui, coup de gueule éternel et permanent contre Emmanuel Macron et son gouvernement qui ne cesse de détruire la France. Donc là, la nouvelle... C'est encore un an, hein, au minimum. Bah oui, il y aura beaucoup de casse pendant cette année. Là, c'est la suppression de 500 postes à l'Office national des forêts, qui ne compte plus que 8000 agents. C'est une profession en détresse, et je salue ici tous les agents qui protègent nos forêts. Dont la surface a doublé en France depuis le 19e siècle, on ne s'en rend pas compte, on a une très très belle forêt, mais c'est une profession en stress parce qu'ils n'arrivent pas à faire le travail pour lequel qu'ils souhaitent faire, le travail de service public, parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est un peu comme à l'hôpital, comme à l'école, comme les policiers. On leur coupe les moyens et c'est une profession où on se suicide, malheureusement. Et une petite comparaison, il y a un autre pays où on a supprimé les eaux et forêts pour les privatiser, puisque c'est ça l'objectif évidemment de M. Emmanuel Macron. C'est la privatisation, y compris de nos forêts. Mais ça, c'est ce qui s'est passé en Russie. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, les immenses incendies ahurissants de forêts. Parce que M. Vladimir Poutine a décidé, avec les oligarques, de supprimer le vieux corps soviétique de ces fonctionnaires publics qui protègent, qui s'occupent des forêts, voilà, et qui, entre autres, évitent qu'elles ne flambent. Et ils se retrouvaient dans une situation chaotique, puisque le privé fait du bénéfice. Il ne s'occupe pas de planter à 80, 150 ans. C'est des bénéfices immédiats qui sont recherchés. Donc on s'avance vers une catastrophe. Alors que nous faisons face à un réchauffement climatique et que ces forêts sont un réservoir de biodiversité profitable, utile à tous, qu'on soit de gauche, de droite, quelles que soient nos orientations sexuelles, nos origines. C'est vraiment une nouvelle tragédie qui se prépare. Très bien. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler donc de ces tests PCR qui pourraient devenir payants. Et puis, j'ai 2-3 coups de gueule à vous soumettre. À tout de suite. Avec vous, avec Romain Colas, avec Georges Kuzmanovic, avec Jérôme Dubus et avec Matteo Ghisalberti pour commenter l'actualité. Un mot sur le foot quand même. Vous avez regardé, vous avez l'Italien, il dit quoi? Il est pour l'Italie. Moi, j'ai un coup de cœur pour Kylian Mbappé parce qu'il m'a rappelé malheureusement Roberto Baggio quand il avait raté son penalty au championnat du monde de 1994 et qui nous avait fait perdre la finale contre le Brésil. Tout le monde s'était un peu acharné contre lui, mais en réalité c'était pas sa faute seulement parce que on est toujours une équipe, donc il a donné tout ce qu'il pouvait. Il était fatigué aussi. Et vas-y Kylian, tu feras des belles choses encore, t'inquiète. Non, là c'est plutôt son sélectionneur que les gens ont l'air de s'acharner. Mbappé, je crois qu'il y est pour rien, mais bon, encore que. Mais je crois plutôt que maintenant il faut introduire les mi-temps à 35 minutes, parce qu'à 35 minutes, à 3, on était qualifiés. Et 10 minutes de plus, on en a pris 2. Donc voilà, 2 fois 35 minutes, ça nous va bien. Georges, vous avez regardé? Voilà. Tristesse. Et moi, un grand coup de chapeau à Paul Pogba, parce que franchement. Non seulement le but, magnifique but, mais toutes les passes, les accélérations, les passes, c'est vraiment. Et vous, Romain Colas, foot? Pas énormément. Foot. J'étais devant ma télé comme beaucoup de Français hier et je partage la déception de beaucoup de Français aujourd'hui. Mais je souscris au diagnostic sur Paul Pogba. Joueur d'une qualité exceptionnelle. Mais on voit beaucoup de retournements de veste ce matin. Oui, cette attaque qui n'était pas là et la défense et machin. Bon voilà, c'est toujours. Benzema, on refait le match après. Giroud, il a quasiment marqué de la tête dernière minute. C'est surtout la défense. La défense a été. On a pris beaucoup de buts. On a pris 2 contre le Portugal, 1 contre la Hongrie, 3 hier, ça fait beaucoup. Ça fait absolument. Beaucoup. Coup de cœur de ma part pour l'interdiction de la chasse à la glu. Vous savez, cette technique de chasse absolument barbare. Non, Georges n'est pas d'accord? Si. Alors, d'accord. Où on met de la glu pour
coller les pattes des oiseaux. Donc cette chasse est désormais interdite. C'est totalement barbare. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Dans les informations... Alors, surtout vu le manque d'oiseaux. Hein. Oui. Les oiseaux disparaissent en France. Là c'est le coup de cœur d'un auditeur qui me dit, enfin coup de cœur, ou en tout cas la satisfaction de la mise en examen de l'islamiste Abdelkarim Sefri, oui, pour complicité confirmée dans la décapitation de Samuel Paty. C'est lui qui a beaucoup agité les réseaux sociaux. Donc cette mise en examen pour complicité, elle va peut-être faire réfléchir certains sur leur responsabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est temps, c'est comme l'affaire Mila. Il est temps que ceux qui disent le nombre d'excuses qu'il y a dans l'affaire Mila, je voulais pas, les mots sont échappés. Les gens qui pensent qu'ils peuvent agir comme ça, comme si c'était dans la foule et qu'ils disaient burn, brûler la sorcière. Voilà, c'est un peu ça. Ça serait bien qu'ils commencent à payer et à se rendre compte que ce sont... Parce que dans l'affaire Mila, il y a quand même eu une condamnation en 2020. Le 1er octobre 2020, il y a une condamnation d'un type qui avait appelé au viol sur Mila, qui a été condamné à 3 ans. Et d'une manière générale, je trouve... association de terrorisme. Oui, non, mais d'une manière générale, moi, je reprends l'affaire Mila. Mais d'une manière générale, je trouve qu'on ne fait pas assez d'écho aux condamnations qui ont été prononcées. Les femmes... notamment l'une des femmes qui avait voulu mettre des bouteilles de gaz, qui avait mis d'ailleurs des bouteilles de gaz dans son coffre devant Notre-Dame, vous vous souvenez, elle était condamnée à 30 ans. Ça, c'est quand même des peines assez lourdes. Moi, j'aimerais qu'on les mette en exergue. Parce qu'après, on dit la justice ne fait rien, vous comprenez, c'est l'impunité. Quand vous avez une partie de la classe politique qui s'allie aussi, d'ailleurs, comme on a vu pendant le dernier week-end, à des représentants politiques qui soutiennent finalement un certain discours d'excuses vis-à-vis de l'islamisme pour ne pas froisser certaines sensibilités, c'est difficile de faire passer aussi, de donner plus de visibilité aussi à ce type d'information. Enfin, il faut le dire. Absolument. Un mot également, Romain Colas. Pour le coup, écoutez, on est d'accord, donc je vais pas en rajouter. Il est heureux que la justice fasse son travail. Un mot également sur, alors ça va vous concerner en tant que maire, Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, a adressé une lettre ouverte au Premier ministre en lui demandant de clarifier la réglementation des tenues dans les piscines municipales. Sans le nommer, il pense au burkini, où les réglementations n'est pas la même partout. Donc est-ce qu'on doit adopter une réglementation commune ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous y êtes confronté ? Non, j'ai pas eu de difficulté. J'ai une piscine là à 300 mètres de la mairie. J'ai jamais été confronté au sujet du burkini parce qu'en fait c'est ça, je pense, qui est derrière. Je suis pas certain qu'on ait besoin de rouvrir un débat national sur ce sujet pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui vous avez la possibilité localement de prendre des dispositions au titre de l'hygiène qui peuvent interdire le port de ce type de tenue. Donc, est-ce qu'Éric Piolle est gêné aux entournures parce qu'il n'a pas envie, lui, de prendre ce genre de mesures dans les piscines de Grenoble? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, un maire qui considère que ce genre de tenues sont pas adaptées à la pratique du sport en piscine, il peut très bien réglementer. Voilà. Oui, effectivement, ce que dit une députée, c'est on voit bien que le maire a toute l'attitude pour réguler la situation, mais il préfère s'en remettre à l'État plutôt que de se tirer une balle dans le pied alors qu'il a la présidentielle en tête, puisqu'il a annoncé ce matin qu'il voulait participer. Moi, je partage pas tout à fait cet avis parce que je trouve que c'est laisser les maires en face d'un certain nombre de revendications qui sont parfois des revendications politiques, que ça relève pas forcément du maire, même si il peut l'interdire ou ne pas l'interdire, mais qu'on l'interdise à Lille, qu'on l'interdise pas à Marseille, qu'on l'autorise je ne sais pas où. Moi, je trouve que partout. Il ne faut pas laisser les maires en face de ce genre de problème. Il faut une réglementation nationale. La France est une et indivisible, et je trouve que la même loi doit s'appliquer partout. Et je trouve que le gouvernement là-dessus est un peu en retrait. Il n'ose pas, alors que ça serait relativement facile en termes juridiques de le faire. Et
je trouve qu'on laisse les maires à proximité de problèmes qui ne relèvent pas forcément de leurs compétences. Voilà. Ouais. Mais je veux bien rebondir là-dessus, Valérie, parce que là, autant pour le coup, je trouve qu'à bien des égards, on laisse souvent les maires seuls face à un certain nombre de difficultés. Mais précisément, si on souhaite que la République, au sens large, fasse front uni contre toutes les dérives communautaires, contre toutes les revendications de l'islam politique, de l'islamisme radical, il faut que chacun prenne sa part. Et il se trouve que l'état du droit nous permet aux maires de se mobiliser. Ça les appelle à exercer aussi leurs responsabilités. Voilà, moi j'attends pas tout du gouvernement. Il faut que pour lutter contre toutes les formes de dérives communautaires, pour lutter contre les revendications de l'islam politique, il faut que chacun se mette en mouvement. Aujourd'hui, la loi permet. Et là, pour le coup, les maires, ils assument ou pas leurs responsabilités et ils sont jugés par leurs électeurs sur le fait qu'ils l'ont assumé ou pas. Moi, je demande rien au gouvernement là-dessus. Sauf que si un maire ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Donc ça crée des divisions et ça crée les électeurs pourront prendre à ce moment-là. D'accord, mais il faudra encore attendre 5 ans parce que les municipales, c'est dans 5 ans. Donc pendant 5 ans, ça va être un cirque épouvantable parce qu'il y aura des différences sur les territoires. Et moi, je trouve ça hallucinant. Alors, moi, je suis d'accord avec les commentaires, mais moi, je suis sidéré. Éric Piolle se déclare sa candidature. Il aurait pu parler des eaux et forêts, justement, des problèmes. Qu'est-ce qu'il choisit de mettre quel est le sujet qu'il aborde? Le burkini. Vous avez raison. Et je repense à Jean-Luc Mélenchon qui répète, parfois c'est vrai, que Zemmour, que l'extrême droite parle de voile tout le temps. Et là, qui vient de remettre une pièce de 100 francs dans la machine? Et là, on va parler de ça, puisqu'il vient c'est Piolle quand même, c'est pas n'importe qui, le maire de Grenoble. Il est candidat pour les Verts. On va parler de ça pendant 2 semaines maintenant. Merci à Éric Piolle. Pourquoi non, mais c'est pas concomitant. Attends, moi je défends pas Piolle, il m'énerve profondément sur un certain nombre de sujets. Mais sur celui-là, il a écrit au Premier ministre il y a 1 mois et demi. Il déclare sa candidature aujourd'hui. Il n'a pas eu de réponse de Castex. Il y a quand même un problème. En même temps, vous voyez pourquoi c'est aussi difficile de donner de la visibilité des informations judiciaires, des condamnations des gens qui ont soutenu le séparatisme à quelques titres. Parce qu'après, on a une classe politique, une partie de la classe politique qui, plutôt que parler des forêts, que ça serait normal pour quelqu'un qui est écologiste, il parle du droit à avoir le burkini dans des piscines communales. Non, il ne parle pas du droit. Il interroge et il demande. Je grossis les traits. Mais en même temps, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'à côté de lui, d'ailleurs plus ou moins dans la même région, il y a des maires qui risquent leur vie, qui ont été menacés de décapitation, etc. Et c'est comme s'il ignorait qu'il y a des gens qui risquent leur vie tout simplement en faisant son même travail. Sauf que ils ont pris des décisions, ils ont voulu se rebeller à un séparatisme et lui il l'a pas fait. Comme disait Romain Colas, il pouvait choisir, il peut choisir, non, il le fait pas. Donc, Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Romain Colas, maire de, est-ce que je vous recite, secrétaire national du PS, maire de Boussy-Saint-Antoine, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche et Matteo Alberti, journaliste franco-italien. Alors, pas de remaniement, pas de changement de Premier ministre. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est en tout cas ce qu'a affirmé Emmanuel Macron hier. Il a dit qu'il garderait Jean Castex à Matignon jusqu'à la fin du quinquennat et que les élections locales n'appellent pas de conséquences nationales, donc pas de changement de Premier ministre. Il a dit qu'il y aurait peut-être des petits ajustements. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tous ces ministres qui n'ont pas réussi aux élections, Georges Kuzmanovic, vous trouvez ça normal? Non, mais évidemment, je ne trouve pas ça normal. Le général de Gaulle aurait démissionné depuis longtemps, après une telle catastrophe. Là, on a le principal problème, c'est le Nord. Il a envoyé 5 ministres, dont le secrétaire d'État aux retraites, mais surtout à la destruction du système de retraite. Et ça serait bien embarrassant de le changer, lui, puisque lui, il a quand même pris une sévère claque. Et le dernier projet politique de cette année pour Emmanuel Macron, c'est au maximum de réformer les retraites, de casser les retraites, comme cela lui a été demandé par Larry Fink, qui était le premier, donc le patron de BlackRock, qui veut bien sûr mettre la main sur cette manne colossale pour son fonds de pension BlackRock. Et Emmanuel Macron va faire le travail.
et coûte que coûte. Donc, étant donné que c'est l'objectif, le premier à débarquer, ça serait Laurent Pietraszewski. Il ne peut pas le faire, donc gardons l'équipe. Et puis de toute façon, il pense que c'est lui qui compte. Et c'est un peu comme Marine Le Pen. Tant pis, LREM, on s'en fiche. C'est moi qui compte. Je suis Jupiter, je serai candidat. Ouais. Voilà. Romain Colas, est-ce qu'une élection effectivement locale, régionale, doit avoir une conséquence au niveau national ? Très franchement, moi je fais pas partie de ceux qui demandent la démission, un remaniement, etc. La France traverse, à l'heure où nous parlons, une crise sanitaire, économique, sociale. Je suis pas certain que ce soit le moment de rentrer dans un jeu de bonneteau ministériel. Ceci étant, la position d'Emmanuel Macron, parce qu'on peut la qualifier politiquement, elle est extrêmement hypocrite. Oui, il s'en fiche de la République en marche. Il a voulu enjamber ces élections régionales et départementales parce qu'il savait qu'elles allaient être mauvaises, parce qu'il n'y a pas d'implantation territoriale de la République en marche. C'est son seul sort présidentiel désormais qui l'intéresse. Et lorsqu'il s'est intéressé aux élections régionales et départementales, c'était précisément pour nationaliser l'enjeu. Pas pour d'ailleurs des questions de politique immédiate, mais parce qu'il avait à cœur d'affaiblir ses adversaires potentiels dans le cadre de l'élection présidentielle. Les ministres, il les a mobilisés dans les Hauts-de-France pour affaiblir Xavier Bertrand, pour tenter de l'affaiblir, en région Île-de-France pour affaiblir Valérie Pécresse. Il y a une position totalement hypocrite du président de la République à dire qu'il n'a pas nationalisé l'enjeu, mais il l'a pas nationalisé au sens de politique publique nationale, avec la volonté de faire exprimer un soutien aux mesures qu'il entend prendre et à l'action qui est la sienne. Il a nationalisé l'enjeu justement et exclusivement pour tenter d'affaiblir ses adversaires. Et de ce point de vue-là, c'est un échec cuisant. Mais moi, voilà, la situation de la France aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, est trop mauvaise pour que, de façon politicienne pavlovienne, j'aille demander la démission de Jean Castex. Il y a des élections nationales l'année prochaine, quoi. Mais on peut s'interroger quand même sur la bérésina de la République en marche lors de ces élections et de ces ministres qui ont quand même pris tous des claques assez monumentales. Je vois Jérôme Dubus qui n'a pas très envie de prendre la parole, je crois. Si, mais il suffit de me la donner. Non, mais je vais vous dire ce que j'en pense d'abord. Effectivement, c'était une élection locale. Après qu'il y a eu des tentatives de nationalisation du scrutin, quand vous avez deux candidats qui ne sont plus chez LR, mais qui devraient être les candidats de LR, disent, commençant par leur campagne en disant si vous ne m'élisez pas, moi je démissionne, et puis la politique c'est fini. Pour moi, si c'est pas ça, nationaliser le scrutin, je suis désolé. Bon, alors après, il y a une surenchère en envoyant des ministres, etc. D'ailleurs, des ministres, passez-moi l'expression, mais si on les change... j'allais dire, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. On ne voit pas la différence. S'il s'agit de réduire le nombre de ministres parce qu'il y en a trop aujourd'hui, là, je suis parfaitement d'accord. S'il s'agit de changer un tel pour un tel, ça ne changera strictement rien. Ce qui compte, c'est la politique que mène le président. Changer le ministre de la Justice, ça peut changer des choses. Mais non, je veux dire, Madame Belloubet mène un peu ou prou la même politique que Dupond-Moretti. Voilà, bon, il n'y a pas eu de grands changements, franchement. Et Monsieur Dubus, le jugement final, si je puis dire, final entre guillemets, ça sera la présidentielle. Bon. Donc on est à 10 mois de la présidentielle. Emmanuel Macron, vraisemblablement, va s'engager dans la présidentielle pour être réélu. C'est là où les Français vont pouvoir juger. Bon, juger sur des régionales, moi je trouve ça un peu dérisoire. D'ailleurs, quand vous regardez ce qui s'est passé... Vous auriez fanfaronné ce matin. J'aurais pas fanfaronné. Si les ministres avaient été élus, quand même. S'il y avait, d'ailleurs, moi je considère que c'est un échec grave. Bon, voilà, pour la République en marche, qui n'a pas su s'organiser, qui n'est pas un vrai parti. Enfin, je suis bien placé pour le savoir. Il y a tout un tas de choses qu'il faut revoir, mais changer des ministres parce qu'ils ont perdu, je veux dire, dans les années précédentes, en 2010, il y avait 19 ministres qui étaient candidats. Quand Sarkozy était président, on n'a pas changé de Premier ministre. François Fillon est resté jusqu'au bout. Bon, voilà. Ça arrivé. Je rigole un petit peu parce que de toute façon, la taille des régions fait qu'il y a des enjeux importants, il y a des budgets importants, et donc c'est important le rôle de ces institutions. Il ne faut pas oublier que
par la force des choses, il s'agissait d'une élection nationale parce que au moins dans 3 régions, il y avait une intention, une aspiration présidentielle de la part des candidats présidents sortants. Donc, oui, mais c'est pas forcément la République en marche ni Macron qui l'ont nationalisé. Non, attention, moi personnellement, j'ai une attitude que je trouve très saine, qui est celle des anglo-saxonnes, où quand on perd, on démissionne, et après éventuellement on retient la confiance du chef de la situation. Mais cela vaut aussi par exemple pour les cadres du Rassemblement national, qui évidemment ont tout perdu et ils n'ont pas fait leur job. Parce que moi, je les ai entendus pendant ce week-end dire que mais c'est finalement une incapacité du système de mobiliser les électeurs. Oui, mais vous aussi, vous étiez sur le terrain et vous auriez pu mobiliser vos électeurs au moins. Ouais. Après, je pense qu'il y a une dimension nationale, je termine, aussi parce qu'il y a toujours ce problème que moi je dénonce depuis des années, qui est la forme institutionnelle de la 5e République. On a, à force de concentrer toute l'attention sur le président, on oublie que la démocratie se manifeste aussi à des niveaux plus locaux, et c'est important d'aller voter aussi pour sa mairie, pour son... Non, mais juste un auditeur qui dit Macron a été élu par une élite, mais le vote, il est accessible à tout le monde. Il y a 67% des Français qui représentent l'élite. Vous pouvez aller voter. Vous savez très bien, c'était contre Marine Le Pen. C'est pas la même chose. Alors Jacques Chirac, qui représentait 81% des Français, était extraordinaire. Et vous savez très bien que c'est universel qui a été, vous n'allez pas remettre en cause. Non, mais il y a un suffrage je remets en cause par contre la corruption au niveau du chef de l'État, parce que démissionner des ministres, il ne le fera sûrement pas, vu combien on est à un niveau de corruption. Nous avons corruption de quoi le directeur général de la santé, numéro 2 de la santé, Monsieur Jérôme Salomon. C'est pas un ministre. Il est responsable personnellement du fait qu'il n'a pas eu assez de masques. Donc il y a eu dans notre pays des morts, et il a demandé à ce que ce soit maquillé par ses services. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a démissionné? Dans n'importe quel... En Grande-Bretagne, on démissionne un ministre parce qu'il embrasse sa secrétaire. Mais c'est le Sénat. Non. Autant que vous voulez, j'attends une attaque en diffamation de la LREM. Il n'a pas maquillé, et qui vient d'être nommé au poste le plus haut gradé des commissaires? Monsieur Laurent Simonin. Celui qui est mis en examen dans l'affaire Benalla. Ben non, pas de démission, il n'a pas été démissionné. Il a été promu, on le connaît. Mais non, mais c'est une logique. C'est une logique générale. Donc pourquoi il démissionnerait des gens qui ont échoué? C'est totalement différent. Oui. Pourquoi il démissionnerait des gens qui ont échoué? Non, mais moi je crois qu'il faut quand même garder raison dans cette affaire. D'abord, il y a une forte abstention. Deuxièmement, il y a effectivement 2 grands perdants, et l'ARM est un des 2 perdants avec le Rassemblement national, c'est clair. Mais enfin, quand vous regardez les scores des partis politiques traditionnels, PS quand ils ne sont pas sortants et LR quand ils ne sont pas sortants, c'est pas des scores à bondir de joie non plus. Au royaume des aveugles, les banques sont rois. C'est un peu ça. Non, mais ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont maintenu leur sortant. C'est ça, oui. Voilà. Romain. Enfin, la Réunion bascule à gauche, la Martinique, à ma connaissance. Enfin, je veux dire, oui, excusez-moi, la France, c'est aussi l'outre-mer. Et il y a des perdants. Et reconnaître qu'on est perdant, c'est reconnaître qu'il y a aussi des gagnants. Voilà. Absolument. Oui, mais relatif. Mais de toute façon, très franchement, c'est pour ça que je suis humble face à ces résultats, c'est que la faiblesse de la participation est quand même ce qui, moi, m'interpelle de façon première. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des enseignements à tirer s'agissant du parti il n'y a pas de majorité présidentielle aujourd'hui. Emmanuel Macron a inventé la minorité présidentielle. Belle punchline. C'est ce qui ressort de ce scrutin. Ça démontre, et j'élargis un tout petit peu, j'essaye de faire court aussi, à quel point le présidentialisme aggravé par la pratique personnelle du pouvoir par Emmanuel Macron, ce qui montre d'ailleurs qu'un remaniement ne changerait rien, parce que de toute façon, c'est lui qui décide seul d'à peu près tout. Donc ça ne changerait rien, mais le présidentialisme, on l'a vu, il contribue aussi à cette abstention sur des enjeux qui sont importants, Mathéo le rappelait, sur les départementales et sur les régionales, parce que aujourd'hui, notre système politique et une certaine pratique de ce système politique par Emmanuel Macron, il n'est pas le seul, mais lui, il l'a aggravé, tente à faire que nos concitoyens considèrent qu'il n'y a qu'une élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. L'inversion du calendrier aggrave ça. Je termine juste. Et c'est une machine à décevoir.
une machine formidable à décevoir, parce que tant qu'on laissera croire à nos concitoyens que tous les 5 ans, parce qu'on a une culture encore monarchique dans ce pays, en choisissant un homme ou une femme, et généralement c'est plutôt un homme, enfin en tout cas l'histoire c'est ça, en choisissant un homme, on a la capacité vraiment à faire changer les choses, alors que la société est complexe, alors qu'il faut la mobiliser dans son entier, qu'il faut le Parlement, qu'il faut les régions, les départements, le corps social, on crée de la déception, on crée de la frustration, et ça c'est un problème pour la classe politique dans son entier et pour toute la société. J'ajoute aussi une chose que moi personnellement, compte tenu de ce que vous venez de dire, Romain, je crains aussi pour les élections législatives qui vont renouveler l'autre jambe importante des institutions françaises. Et puis, je pense aussi, peut-être je me trompe, que beaucoup d'électeurs n'ont pas fait le déplacement parce qu'il y a aussi une surreprésentation du système à double tour. Peut-être que dans des élections locales, il faudrait penser de revenir à un système à un seul tour, parce que finalement, il y a besoin d'une représentativité plus diversifiée. Et puis, encore une fois, si on concentre tout sur un seul homme, une seule élection, après, on ne doit pas se surprendre s'il y a les gilets jaunes qui descendent dans la rue ou les gilets de Il y a deux choses. D'abord, il y a le quinquennat qui a profondément modifié les choses et qui fait qu'aujourd'hui, les législatives sont le 3e et 4e tour de l'élection présidentielle. On l'a bien vu en 2017. Pour la première fois sous la Ve République, on a eu moins de participation aux législatives que de gens qui sont venus voter. Il y avait plus d'abstention pour la première fois à des législatives. 52% des gens se sont abstenus aux législatives. Ça prouve bien qu'ils considéraient que c'était le 3e tour, mais 4e tour de l'élection présidentielle. Donc ça, le quinquennat renforce ça. Et le quinquennat, je suis désolé, c'est pas Emmanuel Macron. Puis deuxièmement, je voudrais quand même dire à Romain que quand on fait dans des vieux fiefs ancrés à gauche depuis des décennies comme les Hauts-de-France, quand on fait péniblement 20% en étant unis au premier tour, ça m'interroge quand même. Moi, ça m'interrogerait sur la capacité de rebondir. Quand on fait 33% en Ile-de-France, et quand on est battu à Paris, alors qu'on a la ville depuis 25 ans, ça interroge aussi. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Romain Colas. C'est toujours mieux que 7. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Romain Colas, mais j'espère que le Parti socialiste en tirera toutes les leçons et que la prochaine fois qu'il ne s'assèrra pas avec la droite sur un référendum populaire et que quand que son candidat déclarera qu'il luttera contre la finance, il luttera contre la finance et ne la favorisera pas. Voilà. Peut-être qu'on peut trouver des racines de l'abstention là aussi. Nous dit-on, à partir du moment où Emmanuel Macron a politisé et nationalisé les régionales, les ministres doivent démissionner. Voilà. On se retrouve dans un instant. On va parler des tests PCR qui pourraient devenir payants. À tout de suite. Il nous reste quelques minutes encore avant la fin de l'heure. On va parler de ces tests PCR qui pourraient devenir payants. C'est l'Académie de médecine qui préconise de ne plus rembourser certains tests PCR ou antigéniques pour encourager la vaccination. Vous savez que certains tests PCR sont faits pour éviter, détourner le fait de ne pas être vacciné. Et Gabriel Attal a confirmé que la question se posera à la rentrée. À titre de repère, quand l'épidémie régresse depuis plusieurs semaines, plus d'1 million de tests hebdomadaires sont toujours effectués, et pas défectueux, et chacun d'eux coûte entre 50 et 100 euros à la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut prendre ses responsabilités? Si on ne veut pas se faire vacciner, eh bien on assume de payer son test. Je ne sais pas qui veut réagir. En tout cas, je pense que c'est peut-être l'une des seules choses qui a un petit peu marché, qui est rentrée dans les mœurs, de se faire tester et pour éviter d'éparpiller le virus. Après, effectivement, il y a des intérêts économiques très importants. Et si on parle de tests, je me demande toujours, ils sont passés les tests salivaires pour les écoles, par exemple, qu'on aurait pu financer plus de façon importante. Les parents ne veulent pas. Ça n'a pas marché. Les parents ne donnent pas d'autorisation. Il n'y a surtout pas eu de tests. Mais si, il y avait des tests. En tout cas, on n'a pas vu des tests. Je peux vous dire que beaucoup de parents n'ont pas autorisé à faire des tests.
Beaucoup de parents, c'est quasiment 60% des parents d'élèves qui n'ont pas donné d'autorisation pour qu'on teste les élèves. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas forcer les gens à tester. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu la couleur des tests dans les écoles. C'est 60% dans les zones où ces tests ont été déployés. Moi, je suis maire d'une commune qui accueille quelques 1000 élèves dans ses écoles maternelles et élémentaires. J'ai jamais vu l'ombre d'un test salivaire. Il n'a jamais été proposé à qui que ce soit. Donc, je pense que ça a été très, très, très parcellaire. Mais sur le fond de l'affaire, des tests PCR, je pense que de toute façon, tant qu'on n'a pas atteint un niveau de vaccination qui garantit une forme d'immunité collective, ce serait une erreur de les rendre payants parce que ça fait partie des outils pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Si les gens se font tester, ça veut dire qu'ils ont conscience quand même que potentiellement ils peuvent être contagieux. J'ai une parfaite conscience de ce que ça coûte à la collectivité. Il faut passer l'été, il faut voir comment l'automne s'engage. J'allais vous dire, c'est assez tragique. Ce sera trop tard. On n'est plus à 100 millions d'euros près. Et moi, ce que je constate, parce qu'on gère en commun là, à 4 communes un centre de vaccination, c'est que les alertes sur le variant Delta sont positives. C'est qu'on a eu un gros coup de mou là depuis 15 jours sur les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination, et c'est en train de repartir et de repartir très fortement. Mais justement. Vous soulevez une question très importante qu'il faudrait peut-être... moi aussi, je ne suis pas contraire à les laisser gratuites, mais peut-être l'argent de ces tests pourrait être détourné vers le séquençage, qui est encore très faible en France. Et aussi, n'oublions pas que de toute façon, les vaccins n'empêchent pas la circulation du virus. Moi, j'aime bien ceux qui disent que ça sera la panacée de tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, et je suis vacciné. Je redis encore une fois que la circulation du virus, elle est là, mais vous serez moins contaminant, moins malade, pas de forme grave. On l'a vu, je vois des médecins qui sont en réanimation, donc qui savent de quoi ils parlent, qui disent qu'ils n'ont pas de patients qui ont été vaccinés, qui ont reçu les 2 doses, qui sont aujourd'hui en réanimation. Et sur Israël, où j'ai des gens hier qui m'ont interpellé, le nombre de cas graves est à 21 personnes, le chiffre le plus bas depuis le début de l'épidémie. 2 décès uniquement, le vaccin dans les Landes, il y a eu 2 décès, je crois. C'était 2 personnes qui n'étaient pas vaccinées. C'est 2 personnes qui n'étaient pas vaccinées, une personne de 40 ans et une personne de 60 ans. Mais elles n'étaient pas vaccinées. Donc, il y a pas de souci. Moi, je suis assez d'accord avec Romain sur la gratuité. Je crois qu'il faut la laisser. C'est pas la peine de changer les règles actuellement. On n'est pas assez haut en taux d'immunité. Et je crois que ça perturberait les gens. Ça serait compliqué à vérifier. Ça amènerait encore de la complication dans le système. Et je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Oui. Georges ? Moi, quand j'entends PCR, j'entends un parti communiste réunionnais et la victoire du Guet Bello qui a fait passer la Réunion à gauche. Bravo, c'est bien. Peut-être que ça les a agacés. Et voilà. Non, mais là, on a un problème de justesse, oui, quand même. Mais bravo, Huguette Bello. Mais non, le problème, c'est que quasiment ceux qui sont... Ça sert, comme vous l'avez dit, Valérie, mais ceux qui sont vaccinés, ça sert à rien parce qu'on va jamais atteindre les 70% et qu'on a un nouveau variant qui visiblement attaque y compris ceux qui ont été vaccinés. Non, le vaccin est efficace, le vaccin est efficace contre le variant Delta. Oui, mais parce qu'après, il y a des fantasmes. Et quand vous voulez faire vacciner, quand vous voulez dire aux gens, faites-vous vacciner, c'est un très mauvais message de dire que ça n'est pas efficace. Non, ce qui n'est pas ça. Ce qui n'est pas efficace pour l'immunité collective, c'est qu'on soit qu'à 50%. Et qu'il va falloir que ça grimpe, et c'est ça le souci. Juste un mot, les doses sont ici, je vous dis, on gère ici un centre de vaccination, mais c'est valable, je pense maintenant dans l'ensemble du territoire. Les doses sont arrivées, elles sont disponibles, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui s'interrogent sur le fait de l'opportunité de se faire vacciner là maintenant, parce qu'ils vont partir en vacances et que se pose la question de la seconde dose. Là, les autorités sanitaires ont réduit à 3 semaines la seconde dose. Donc, si vous partez en vacances au mois d'août, il est encore temps de prendre rendez-vous et vous serez complètement vacciné avant de partir en vacances. Et on a tous intérêt, c'est un acte
important pour soi-même, mais surtout pour la collectivité, parce que personne ne veut revivre dans les mois qui viennent, les mois que nous avons antérieurement traversés. C'est un acte citoyen aussi de se faire vacciner aujourd'hui. Mais la vraie question maintenant, c'est de savoir si les gens du Parti communiste réunionnais se font vacciner et se font tester. Malheureusement, ils sont très touchés à la Réunion aussi. Oui. Absolument. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin, et puis on va laisser la question en suspens. Irina nous dit: je dois être protégée par un ange, 2 ans avec des enfants en école, avec des cas contacts, etc. Vous savez, il y a un cancérologue qui disait: mais moi je connais des gens qui ont fumé jusqu'à 95 ans et qui n'ont jamais eu de cancer. Ils me disent: oui, c'est aussi comme traverser un champ de mine. Vous pouvez traverser le champ de mine sans sauter sur la mine, mais vous avez plus de chances de sauter sur une mine. Mais bon, vous pouvez perdre contre la Suisse. Absolument. Voilà. Allez, merci à tous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.